La forêt de Fontainebleau continue de brûler. Pour la première fois en Île-de-France, 400 pompiers ont été mobilisés et 2 Canadair déployés pour maîtriser les flammes. Un millier de personnes ont participé à une marche blanche sur la promenade des Anglais dimanche pour marquer le début des commémorations de l'attentat de Nice. Les Américains et Iraniens poursuivent leur attaque mutuelle. Washington a bombardé des dizaines de cibles sur le territoire iranien. Téhéran a riposté en ciblant des bases américaines dans la région. 4 490 morts, c'est le nouveau bilan officiel du double séisme dévastateur qui a touché le Venezuela le mois dernier. La forêt de Fontainebleau continue de brûler sous le regard atterré des habitants de Seine-et-Marne. Tôt lundi matin, les autorités ont partiellement fermé l'autoroute A6, principal axe nord-sud de la France, après que les avions de lutte contre les incendies ont été contraints de suspendre leurs opérations à la tombée de la nuit. Près de 400 pompiers sont toujours mobilisés pour maîtriser les flammes. Effet exceptionnel qui témoigne de la gravité de la situation. Pour la première fois en Île-de-France, 2 Canadair et 2 hélicoptères ont aussi été déployés. Alors ce feu il est particulièrement complexe à combattre, d'abord de par le vent qui le pousse dans un massif forestier qui est très rocailleux, très complexe d'accès, même si on a des pistes un peu partout qui permettent aux touristes de s'y promener. Les véhicules de sapeurs-pompiers ont beaucoup de mal à rentrer dans le massif et à pouvoir se déplacer. Et enfin le fait qu'on ait une forte présence de rochers avec un dénivelé dans la forêt fait que les pompiers ont du mal à établir les tuyaux avec une végétation qui est très dense et très sèche également en ce milieu de canicule rouge depuis quelques jours et quelques semaines déjà. Les causes du départ de ce feu ne sont pas encore connues, mais selon Laurent Nunez, il pourrait être d'origine volontaire. Au total, 900 personnes ont été évacuées, a précisé le ministre de l'Intérieur ce lundi matin. Aucune habitation n'a été touchée par les flammes grâce aux efforts des pompiers et il n'y a pour le moment aucun blessé. Les commémorations des 10 ans de l'attentat de Nice ont débuté ce dimanche par une marche blanche qui a rassemblé un millier de personnes sur la promenade des Anglais. Mené par près de 300 proches de victimes, le cortège a retracé le trajet du camion qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés lors des célébrations de la fête nationale le 14 juillet 2016. C'est ce que les associations de victimes et la municipalité ont souhaité, une marche sobre, humble, qui soit tournée vers la mémoire des victimes. Beaucoup de victimes sont présentes ce matin et on mesure leur choc traumatique 10 ans plus tard. Au son d'une harpe, les participants ont déposé des fleurs à proximité du lieu où le camion a été arrêté et où son conducteur a été abattu par les forces de l'ordre. Les familles des victimes se sont ensuite rassemblées dans un jardin voisin, sous les photos de leurs proches disparus. Là, c'était très émouvant et c'était dur aussi de se dire qu'on allait refaire ce trajet de ce camion qui a causé tant d'horreur en fait cette nuit-là et auquel on a échappé de peu. Nous, on a échappé de peu à la mort avec ma fille, mes parents, ma sœur, ma nièce. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On s'est réapproprié la promenade des Anglais. Il n'a pas réussi à la prendre et il n'a pas réussi à prendre l'humanité qu'il y a en nous et la vie en fin de compte. Depuis l'attentat, plusieurs organisations ont été créées pour apporter un soutien psychologique aux victimes et les accompagner dans leur démarche juridique. Moi, je suis dans la résilience, donc ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul et que les gens s'approprient également ce moment important, même si ça fait les 10 ans. Pour honorer la mémoire de toutes les victimes de l'attentat, en fait, parce que mon oncle en fait partie. Et pour moi, c'est important d'être ici pour le passé, le présent et surtout le futur. Les commémorations se poursuivent ce lundi avec une cérémonie interreligieuse, avant un grand rassemblement prévu mardi soir en présence d'Emmanuel Macron. Les Américains et Iraniens poursuivent leur attaque mutuelle. Ce lundi au petit matin, l'armée américaine a annoncé avoir bombardé pour la 2e journée consécutive des dizaines de cibles sur le territoire iranien, notamment des systèmes de défense aérienne militaire, des sites radars côtiers ainsi que des installations de missiles et de drones. De leur côté, les gardiens de la révolution iranienne confirment des frappes dans le sud et l'ouest du pays, ainsi que les îles de Keshm et de Farour dans le Golfe. Ils ont également précisé que 2 personnes ont été tuées et 4 autres blessées.
Peu de temps après, Téhéran a riposté avec de nouvelles frappes contre des bases américaines au Koweït, à Bahreïn et en Jordanie. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans les 3 pays jusqu'à lundi matin. Cette reprise des combats fait suite à une attaque iranienne contre un navire commercial dans le détroit d'Ormuz ce dimanche. Les gardiens de la révolution iranienne ont par la suite annoncé la fermeture de cette voie navigable. Des propos immédiatement démentis par l'armée américaine qui affirme que le détroit reste ouvert à tous les navires souhaitant y transiter légalement. Donald Trump semble ouvert à la possibilité d'un rapprochement avec Ankara et examine la question des F-35. Cependant, à Washington, l'opposition à une éventuelle vente de ces avions de combat à la Turquie ne cesse de croître. Le lobby gréco-américain, en collaboration avec des membres du Congrès et des organisations représentant la communauté juive américaine, cherche à préserver les barrières que le Congrès a lui-même mises en place. Ότι έχει μαζέψει διάφορους, κυρίως δημοκρατικούς, μόνο δημοκρατικούς βουλευτές, 18 συγκεκριμένους, που έχουν στείλει μια επιστολή τώρα στους ηγέτες της Βουλής, τον Scalise και τον Hakeem Jeffries, τον αντίστοιχο ρεπουμπλικανό και δημοκρατικό, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να κινηθούν και να αποτρέψουν οποιαδήποτε κίνηση δούμε από τον πρόεδρο Trump σχετικά με τα F-35. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι μόνο οι δημοκρατικοί που έχουν υπογράψει αυτό το γράμμα. Δηλαδή, από τους Ελληνοαμερικάνους, οι Ρεπουμπλικανοί φαίνεται να κινούνται εσωτερικά. Προσπαθούν να πείσουν εσωτερικά την κυβέρνηση Trump και να χρησιμοποιήσουν τις διάφορες επαφές που έχουν έτσι ώστε να αλλάξουν τη γνώμη με αυτόν τον τρόπο. Un des arguments clés pour ceux qui s'opposent à la vente, la législation américaine. Suite à l'achat par la Turquie de S-400 russes, le Congrès a enclenché des sanctions et interdit le transfert de F-35 tant que le système russe reste sur le sol turc. Υπάρχει κίνδυνος ότι τα S-400 μπορούν να καταγράψουν ή κάπως να πάρουν διάφορα στοιχεία τα οποία είναι μυστικά της Αμερικής γύρω από το F-35 και μετά αυτά να μεταφερθούν στους Ρώσους. Η Αθήνα τονίζει ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση από την αμερικανική πλευρά για τα F-35, ενώ η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι οι επιλογές για τα εξοπλιστικά προγράμματα αποτελούν κυρίαρχη απόφαση κάθε κράτους. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι μεταφέρει με σαφήνεια στους συμμάχους της τις ανησυχίες της για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Από την Αθήνα για το Euronews, Φέη Δουλγέρη. Le bilan officiel du double séisme qui a frappé le Venezuela le mois dernier s'élève désormais à près de 4500 morts. Le gouvernement vénézuélien a également indiqué que plus de 19 500 personnes vivent actuellement dans des camps temporaires. Fin juin, 2 séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé Caracas et l'État côtier de la Guaira. Ces séismes ont rasé des immeubles entiers, laissant des milliers de personnes sans abri. Le gouvernement s'est engagé à mettre à disposition des familles certains appartements qui étaient en cours de construction avant le séisme. Il a cependant précisé que des ressources importantes seraient nécessaires pour en construire davantage et pour fournir une aide au logement à tous les sinistrés. Dans le même temps, de nombreux Vénézuéliens continuent de rechercher leurs proches ensevelis sous les décombres. De plus en plus de matériel est mis à disposition pour faciliter les opérations de recherche et de sauvetage. Beaucoup estiment toutefois que l'aide du gouvernement reste insuffisante face à l'ampleur du désastre. Au moins 27 personnes ont trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été blessées après qu'un violent incendie s'est déclaré ce dimanche soir dans un bar de Bangkok. 41 personnes ont été hospitalisées, dont 25 dans un état critique. Jusqu'ici, seulement 10 victimes ont été identifiées, 9 ressortissants thaïlandais et un laotien. 2 membres d'un groupe qui se produisait dans le bar figurent également parmi les victimes. Les témoins présents à l'extérieur ont assisté à des scènes d'horreur, de nombreuses personnes ayant tenté de sortir de l'établissement, certaines avec des vêtements en feu. La police scientifique a commencé à travailler ce lundi dans le lieu ravagé par les flammes. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer la cause de l'incendie et les raisons pour lesquelles il a fait tant de victimes. ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องน้ำชายและหญิงดังนั้นเมื่อเกิดเหตุเนี่ยด้วยอาการตื่นตระหนกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเนี่ยแล้วไฟดับเนี่ยก็วิ่งเข้าห้องน้ำ
อาจจะไปหาทางพื้นที่ที่ออกได้หรือไปหาน้ำนะครับ Il s'agit de l'incendie le plus meurtrier en Thaïlande depuis celui qui avait ravagé le club Santika de Bangkok lors des célébrations du Nouvel An en 2009, faisant 67 morts et plus de 200 blessés. Alors que les guerres et les tensions commerciales bouleversent les marchés mondiaux, la sécurité alimentaire de l'Europe est une nouvelle fois mise à rude épreuve. Le conflit impliquant l'Iran a fait grimper les prix des engrais, suscitant de nouvelles inquiétudes tant chez les agriculteurs que chez les consommateurs. C'est dans ce contexte que les ministres de l'Agriculture de l'UE se réunissent ce lundi à Bruxelles. S'exprimant dans l'émission Europe Today d'Euronews, le ministre irlandais a déclaré que le secteur était inquiet, mais qu'il avait un rôle à jouer. Food security and those vulnerabilities in Europe are to the forefront of everybody's mind now in terms of where we get our core ingredients from. So in terms of the Irish presidency of the EU for the next 6 months, we have 3 overarching priorities of competitiveness, values and security. And from my perspective, chairing the Agri-Fish Council for the next 6 months, security and food security and the contribution of our farmers and our fishermen and women all over Europe is not in conflict with other elements of the security debate, but is an integral part of it. Les ministres doivent se prononcer sur le plan d'action de la Commission européenne relatif aux engrais. Pour Martin Hayden, il s'agit d'une mesure décisive et rapide qui a pour but de soutenir les agriculteurs face à des coûts de production jugés importants et à reconnaître les pressions que ces chocs de prix exercent sur la production alimentaire.